Bonsoir, bienvenue dans les débats de 2012. Cette fois-ci, ça y est, le gouvernement est entré dans le dur. Il faut trouver 10 milliards pour boucler le budget de 2012. Alors comment le gouvernement peut-il faire des économies sans pour autant renier ses promesses électorales? S'agit-il d'une équation impossible? Y a-t-il une rigueur de gauche? Voilà, c'est le thème de notre débat avec nos deux invités. Bonsoir Éric Woerth. Bonsoir. Ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, vous venez d'être réélu à l'Assemblée. Face à vous, Olivier Ferrand, bonsoir également. Bonsoir. Vous aussi, vous venez d'être élu à l'Assemblée, mais pour vous, c'est une première. Vous avez contribué, on peut le dire, à l'élection de François Hollande en président Terra Nova, un cercle de réflexion très influent à gauche. Et puis, pour vous interroger à mes côtés, Gilles Leclerc de Public Sénat et Luc Bronner du journal Le Monde. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Au plan économique donc, dernière information en date, c'est le journal Les Échos qui l'affirme ce matin. Le coup de pouce au SMIC se montrait à 2% au 1er juillet. Mais attention, il ne s'agirait que d'une avance sur l'augmentation légale prévue, elle, au 1er janvier. Le coup de pouce réel ne s'élèverait donc qu'à 0,6%. Olivier Ferrand, si cette information est confirmée, ça paraît vraiment très faible, voire dérisoire, et les syndicats vont être très déçus, non? D'abord, c'est comme souvent, on parle de choses sans savoir la décision finale. Donc attendons la décision finale. C'est de nouveau, on stipule pour autrui. Le gouvernement a dit déjà, par la voix d'ailleurs de son porte-parole tout à l'heure, que de toute façon il s'agirait d'une hausse raisonnable. Bien et sûr. Tout le monde dit que ce sera entre 1,5 et 2,5. Vous confirmez cette Je ne confirme rien du tout, je ne suis pas membre du gouvernement. La réalité, c'est que le président de la République, pendant la campagne, ne s'est jamais engagé sur des augmentations du SMIC déraisonnables. Il a toujours dit que la situation était difficile, que la situation de la compétitivité française était compliquée. Il a parlé d'un coup de pouce, on verra lequel il est, mais de toute manière, on est en situation de contrainte dure. On sait que l'essentiel de ce qui sera demandé aux Français sont des efforts dans les mois qui viennent, des efforts justes, mais des efforts. Alors, je vous pose la question différemment. Vous, Olivier Ferrand, à combien vous fixez le coup de pouce, à titre personnel? Mais pourquoi? Vous pensez que l'avis d'Olivier Ferrand sur le coup de pouce du SMIC a la moindre intérêt? Vous raisonnable? Mais j'en sais rien. Je ne sais pas moi. Je n'en sais rien. Est-ce que sur la méthode, tout de même, au fond, on attend une grande conférence sociale. Oui. Est-ce que c'est pas à cette occasion-là qu'on doit mettre peut-être ce thème des rémunérations et des salaires sur la table, plutôt que déjà de démarrer certainement, mais une augmentation du SMIC, même si ça peut faire plaisir, évidemment. Certainement, mais toi, c'est pas les Échos qui décidera l'augmentation du coup de pouce du SMIC. Alors, on va poser la question à Éric Woerth. Vous, de toute façon, à l'UMP, vous avez déjà déclaré que toute hausse du SMIC, à quelque niveau que ce soit, en plus de ce qui est prévu, bien entendu, il faut le préciser, ça vous paraissait pas une bonne idée. Pourquoi? On l'a fait pendant toutes ces dernières années, donc c'était pas une nouveauté. Il faut juste assumer cela. C'est pas très démagogique de dire ça. C'est pas très facile de dire qu'on considère qu'il faut pas donner un coup de pouce au SMIC au-delà de l'évolution des critères automatiques d'évolution du SMIC qui sont grosso modo l'inflation. Et donc il faut pas le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que la compétitivité du pays, c'est la première des notions qu'il faut sauvegarder comme un feu sacré. Si un pays n'est pas compétitif, on ne gardera aucun emploi sur notre sol et tout se dégradera. Donc il faut vraiment que la compétitivité soit au cœur de l'action du gouvernement. Elle était au cœur de l'action du gouvernement de Nicolas Sarkozy. On va voir comment le gouvernement de M. Hollande réagit à ça. Et puis deuxième point, le SMIC, en fait, il est payé comment? Il est payé par le chômage. L'augmentation du salaire minimum, ça se paye immédiatement par du chômage. Plus les emplois non qualifiés sont payés, et au fond, plus malheureusement les entreprises se séparent de ces emplois. Donc c'est une réalité extraordinairement dure. Et puis deuxième point, il est payé aussi par les contribuables, pour une bonne raison, c'est que d'un côté, on compense des allègements de charges, et ça c'est l'État qui les prend en charge. Et puis deuxième point, il y a aussi les fonctionnaires qui sont eux aussi avec un salaire minimum, et donc l'État est employeur. Et donc tout ça est très très coûteux dans une vision extrêmement démagogique. C'est une promesse de campagne, mais on voit bien qu'elle ne sera pas respectée. Alors, Éric Woerth, on a entendu dans votre bouche toutes les bonnes raisons de ne pas augmenter le SMIC, mais il y a aussi une question, c'est comment aujourd'hui en France on vit avec 1 400 € bruts, ça veut dire 1 100 € net, comment on s'habille,
comment tout simplement on va faire ses courses, comment on se loge avec un si petit salaire? Mais bien sûr, d'abord il y a beaucoup de pays où le SMIC, d'abord il n'y a pas de SMIC, et dans d'autres pays où le SMIC est inférieur au SMIC français, donc il faut aussi voir cela. Et puis la vraie réponse, c'est la formation. C'est le fait qu'à un moment donné, le contenu de votre travail vaut plus que le salaire minimum parce qu'il a un contenu en valeur ajoutée plus fort et que les produits que vous produisez, on est prêt à les acheter plus cher. C'est tout le défi à moyen terme de la France, et celui qu'avait commencé à mettre en œuvre Nicolas Sarkozy et qu'il faut absolument continuer à mettre en œuvre. Est-ce que l'état de l'économie française, je dirais, peut permettre un coup de pouce au SMIC? Et j'ajoute, quand on sait que la France a le salaire minimum qui est un des plus, si on ose dire, un des plus élevés du monde, parce qu'on peut rappeler quelques chiffres. Le SMIC en Espagne, c'est 750 €, c'est 560 € au Portugal. Bon, certes, on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux de vie, mais le SMIC français, même s'il est très bas pour beaucoup de gens, forcément, il est, comparé aux autres SMIC, en Europe en tout cas, élevé. Vous savez, on a un problème de compétitivité en France. Ce problème n'est pas est lié bien sûr au coût du travail, mais fondamentalement, il est lié à notre incapacité à se battre sur l'innovation et la qualité dans la mondialisation. Notre problème, c'est que depuis 30 ans, nous n'avons plus créé un seul produit ou un seul service de taille mondiale qui soit innovant. On le faisait il y a 30 ans. On faisait Airbus, on faisait le TGV, on faisait Ariane, on faisait dans les services, on faisait les grandes surfaces, qui est une innovation française qui s'est mondialisée. Toutes ces choses-là, on ne les fait plus parce qu'on a cessé d'investir. Fondamentalement, on a un problème d'investissement dans notre pays. Donc la clé de notre compétitivité, c'est pas de se battre en deuxième division économique sur les salaires avec les pays émergents, c'est de se battre en première division économique sur la qualité et l'innovation avec les pays les plus avancés. Tant que nous ne produirons pas cette innovation, nous continuerons à décliner. C'est la priorité de tout. Et d'ailleurs, dans les secteurs ouverts à la compétition internationale, les secteurs compétitifs dans la mondialisation, vous avez rarement, vous en avez parfois, des salaires autour du SMIC. Les exonérations de charges qui pèsent, qui justement défiscalisent. On sait que dans les très grandes sociétés, les sociétés du CAC 40, il y a très peu, voire pas du tout de SMIC. Ce sont les petites entreprises qui gagnent plus de gens qui travaillent au SMIC. Dans l'industrie lourde, moi j'ai... 15 à 16% de salaire. 15 à 16%. Oui, dans l'industrie lourde, j'ai un exemple de site industriel sur mon territoire, dans les Bouches-du-Rhône, autour de l'étang de Berre. Un site pétrochimique qui appartient à une entreprise américaine qui s'appelle LyondellBasell, qui est en difficulté, mais vous avez quasiment personne dans les ouvriers qualifiés, évidemment dans les cadres qui sont au SMIC. Personne. Vous êtes nettement au-dessus. Les salaires autour du SMIC, c'est dans l'hôtellerie et la restauration, c'est dans le BTP, c'est dans les services à la personne, qui sont des services moins exposés. Et donc en réalité, vous avez bien entendu une élasticité à la prix de l'emploi. Donc vous créez un peu de chômage, mais pas tant que ça. Eric Woerth maintenant. Moi je pense qu'on crée beaucoup de chômage parce que l'élasticité elle est de plus en plus forte, parce que la compétition est de plus en plus rude. Et puis quand vous décalez le SMIC, vous décalez l'ensemble de l'échelle des salaires. Vous ne décalez pas qu'une partie, vous ne décalez pas que le SMIC. Et donc ça rejaillit sur l'ensemble de la compétitivité du pays. Vous pouvez pas à terme. C'est compliqué de parler de tout ça parce qu'il y a de l'humain. C'était votre question, au fond, comment on fait pour vivre avec aussi peu? Et évidemment, la réponse n'est pas si évidente que ça. Il y a évidemment à côté un système social. Il y a des aides au logement, etc. Il y a les allocations familiales, il y a beaucoup d'aides sociales. Donc là, le revenu de la personne n'est pas encore... Oui, le revenu de la personne aujourd'hui n'est pas uniquement un revenu salarié. Il y a le revenu de solidarité active qui permet de remonter aussi les salaires. Mais en dehors de cela, il y a une question toute bête, c'est que vous ne pouvez pas faire augmenter les salaires plus vite que la productivité. Si vous ne produisez pas plus vite et qu'il n'y a pas un contenu productif plus important, le salaire ne peut pas augmenter parce qu'à ce moment-là, vous dégradez la compétition. Et quand vous dégradez la compétitivité, ça veut dire quoi? C'est un chèque en blanc à la délocalisation de toutes les entreprises françaises. Alors, Eric Woerth, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, on a perdu 40% de part de marché mondial ces 10 dernières années. On est passé de 5% de part de marché mondial à 2,9% ces 10 dernières années. Alors, Eric Woerth, juste un autre sujet que va devoir d'ailleurs traiter le gouvernement dans les semaines, dans les mois à venir, c'est ce trou de 10 milliards d'euros pour boucler tout simplement le budget de 2012, donc celui qui est déjà en cours. Comment on est arrivé à ce trou de 10 milliards? Pourquoi il manque 10 milliards aujourd'hui?
Mais ça s'appelle la crise. Je pense que le Parti socialiste est en train de découvrir ce qu'est la réalité d'une crise. Ça fait 4 ans qu'il manque de l'argent dans les caisses de l'État. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas assez de croissance. Ça fait 4 ans qu'on assiste à une diminution des recettes publiques. Et ça fait 4 ans qu'on assiste aussi, pour compenser, plan de relance, etc., pour compenser l'absence de dépenses privées, à une augmentation des dépenses publiques. Alors on les a beaucoup réduites. Dépenses, je dirais, de campagne électorale, entre guillemets, au fond, qu'on découvre un petit peu aujourd'hui, qui n'était pas complètement financé. Je remarque que François Hollande, il fait du rétropédalage total. On n'est plus dans la campagne de M. Hollande, dans ce qu'on entend aujourd'hui. On est dans le fait que la RGPP, alors on va trouver un autre nom, mais est sacralisé, et c'est tant mieux. Mais en ce qui concerne les dépenses, nous, on a tenu les dépenses de l'État de façon tout à fait remarquable. Il y a des normes, le zéro volume, ça augmente pas plus vite que l'inflation. On l'a fait quand on enlève les pensions, les charges d'intérêt et le plan de relance à un moment donné, parce que le plan de relance était au-dessus, on a très très bien tenu les dépenses de l'État. On a même réussi à tenir les dépenses de l'État en dehors même de l'inflation. Ce qui galope aussi, c'est les dépenses sociales. C'est les dépenses de la sécurité sociale. Pour la première fois, d'ailleurs, le gouvernement l'année dernière a tenu les objectifs de dépenses d'assurance maladie. Les retraites, nous avons amélioré considérablement le solde de retraite. Donc, et puis il y a les dépenses des collectivités locales. Donc le travail sur la dépense, Nicolas Sarkozy l'avait dit, comme tous les ministres du budget l'ont dit, et nous l'avons fait, mais c'est pas un trou. Oui, mais la crise est là. Mais la crise est là. Quand il manque de l'argent, ça fait 4 ans qu'il manque de l'argent. Mais il n'y a pas un trou. Ça fait 4 ans qu'il manque de l'argent dans les caisses de l'État. Ça fait 4 ans que c'est difficile, très très difficile. Question posée à Olivier Ferrand. Pour combler, pour boucler, pour résorber ce trou déjà qui manque dans le budget 2012, parce que 10 milliards, c'est quand même une somme assez considérable. La règle, c'est quoi ? On va augmenter certains impôts, on a cette hausse effectivement d'impôts prévus pour les gens qui gagnent au-delà d'1 million d'euros. Qu'est-ce qui est prévu précisément ? D'abord, c'est pas 10 milliards, on a un déficit structurel de l'ordre... Oui, mais on est toujours sur l'immédiat, l'instantané. La réalité, c'est qu'on a un déficit structurel de 5 points de PIB, 100 milliards, pas 10, 100 milliards. Et que l'objectif, pour assainir les finances publiques, c'est de réussir à supprimer l'intégralité de ce déficit structurel sur la mandature. Sauf que là, il y a une urgence sur les 10 ou 12 milliards. Mais il n'y a pas plus d'urgence, pas plus que sur les 90 autres. Je veux dire, c'est une urgence pour tenir nos objectifs vis-à-vis de l'Europe, notre trajectoire de finances publiques. Exactement. C'est ça dont il s'agit. On sait très bien, à toutes les fins de mandature, le gouvernement sortant, cet humain, maquille un tout petit peu les comptes et met quelques dépenses sous la table pour pas que ça se voit en période électorale. Donc c'est ça qu'on va, c'est ça qu'on va mettre au jour. Ah non, c'est ce qu'avait fait Jospin. Non, c'est pas vrai. C'est ça qu'on va mettre au jour. On verra bien dans le rapport de la Cour des comptes. D'ailleurs, je remarque quand même, Olivier Ferrand, que le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était Jérôme Cahuzac. Donc il était parfaitement informé des comptes de la nation. Il est aujourd'hui ministre du budget. Il n'était pas au moment où on mettait un peu d'argent sous la table. Je pense que dans la transparence des comptes, on peut pas faire plus qu'avoir le président de la commission des finances, comme l'a été Jérôme Cahuzac. Donc il n'y a pas de problème de transparence des comptes. Et il n'y a pas de problème non plus d'avoir caché tel ou tel type de dépenses. La question n'est pas là. La question, elle est juste que quand il y a une crise, quand il y a un ralentissement économique et qu'on vit encore depuis 4 ans sur cette crise terrible, il y a des difficultés d'ordre financier et qu'on doit tenir notre trajectoire de finances publiques. On n'y arrivera pas uniquement en matraquant fiscalement l'ensemble des classes moyennes de ce pays. On doit y arriver en faisant un effort d'abord sur la dépense. Alors écoutez, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, que ne l'avez-vous fait jusqu'à présent? Parce que nous l'avons beaucoup fait. Non, l'État a bien tenu. Oui, il se trouve qu'il y a aussi la sécurité sociale et accessoirement les collectivités locales, mais surtout la sécurité sociale, c'est la moitié des dépenses publiques. Nous sommes aujourd'hui, avec 58%, des dépenses publiques égales à 58% de la richesse nationale, nous sommes à notre record historique en France. On n'a jamais eu autant de dépenses publiques dans le pays qu'en 2012 à la sortie de ce gouvernement. Il y a moins de PIB aussi. Je veux dire, le numérateur ou le dénominateur ne sont pas tout à fait le même. Il se trouve que c'est vrai pour la plupart des pays occidentaux et que deuxièmement, nous sommes numéro 1 non seulement de la zone euro, non seulement de l'Union européenne, mais nous sommes numéro 1 mondial aujourd'hui de la dépense publique. On vient de déborder le Danemark. Cette dépense publique, Olivier Ferrand, comme allez-y, réduisez-la. Ne modifiez pas la réforme des retraites. Ne mettez pas 5 milliards sur la table pour payer un coup de couteau dans la réforme des retraites. Qui est un coup de couteau dans les retraités. Non, par an, à partir d'année prochaine. Si vous parlez tous les deux, comme c'est un débat déjà assez technique, alors là on comprend plus rien, si je puis me permettre. Ce que je vous propose, c'est que ce déficit public dont on vient de parler, au-delà effectivement des 10 milliards, eh bien ces déficits publics à réserver en 3 ou 4 ans, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est mission impossible? On en parle tout de suite dans la deuxième partie de ce débat.
Combien de fonctionnaires en moins dans les prochaines années? Des chiffres sont sortis cette semaine et sur ce point est bien question de Luc Brunner du Monde. Olivier Ferrand, si François Hollande tient ses promesses, il faudra recruter 12 000 enseignants tous les ans et 1 000 policiers et gendarmes tous les ans dans le quinquennat qui s'ouvre. Ça suppose, si François Hollande tient son autre promesse de maintenir le nombre de fonctionnaires globalement, de faire des économies drastiques sur les autres ministères. Quels sont selon vous les ministères où il y a aujourd'hui des poches de productivité ? D'abord, un point global sur le principe. On entend beaucoup à droite qu'il y a trop de fonctionnaires. Et la RGPP a porté pour sa quasi-totalité dans la réduction du nombre de fonctionnaires du pays. C'est faux, c'est tout simplement faux. Quand vous regardez le dernier rapport du CAS, de l'ancien gouvernement sur ce sujet, vous apercevez que nous avons 91 fonctionnaires pour 1000 habitants. Nous sommes en dessous de la moyenne OCDE. Nous sommes en dessous du Royaume-Uni. Nous sommes en dessous des États-Unis. Donc il est tout simplement faux dans les comparaisons internationales de dire qu'il y a trop de fonctionnaires dans ce pays. Et quand on détruit, j'ai bien compris, mais je voulais quand même commencer là-dessus parce que c'est un débat effectuer des économies dans les années qui viennent. Je ne suis pas membre de ce gouvernement, encore moins ministre de la fonction publique, donc je ne peux pas vous répondre à cette question. En revanche, voilà, c'est un vrai débat droite-gauche. Non, il n'y a pas trop de fonctionnaires. Le problème en France, c'est pas de détruire des postes de fonctionnaires, c'est de créer des emplois privés. On manque de 1, 2, 3 millions d'emplois, oui, effectivement, et de faire des économies. Mais on manque de 1, 2, 3 millions d'emplois privés. On n'a pas trop de fonctionnaires. Ensuite, il faut faire des économies, c'est vrai. Alors, dans quel ministère pensez-vous qu'il est aujourd'hui nécessaire de faire des économies? Mais la RGPP a porté sur des économies de gestion, et notamment des économies de fonctionnaires, à politique publique constante. Aucun pays, ni la Suède, ni Israël, ni le Canada, ni la Hongrie récemment n'ont réussi à redéployer massivement leurs finances publiques en faisant simplement des économies de gestion à politique publique constante. Il faut accepter de revoir les politiques publiques. Qu'on vous comprenne bien, parce que c'est, je le répète, c'est un peu technique, on va essayer de simplifier, qu'on comprenne bien. C'est pas compliqué. Attendez, excusez-moi. Il y a eu un engagement de campagne de François Hollande qui a été effectivement le recrutement d'un certain nombre de personnel dans l'éducation, 60 000 en 5 ans, 12 000 par an. On s'est engagé aussi à ce qu'il y ait un peu plus de fonctionnaires dans le secteur de la police et de la justice. C'est bien nécessaire. C'est bien nécessaire. Vous nous dites là que pour cela, on ne va pas être obligé de réduire d'autres postes dans tous les autres ministères. Je n'ai rien dit de tel. Je dis simplement qu'on va bien être obligé de réduire des fonctionnaires dans les autres ministères. De nouveau, il faut s'adresser au gouvernement, mais vous êtes député, vous allez voter le budget de... Tout à fait, mais c'est pas moi qui fais les arbitrages gouvernementaux, ça vous a pas échappé. Donc, moi, je suis comme vous, je commente ce que je connais, ce que j'ai vu dans la presse. Donc, effectivement, si vous avez 60 000 fonctionnaires en plus d'ici la fin de la mandature pour l'éducation, 12 000 en plus pour la gendarmerie et la police, et que vous voulez rester à nombre de fonctionnaires constant, il faudra bien diminuer le nombre de fonctionnaires sur les autres ministères. Voilà. Ça me paraît être simplement... Sur ce point, Éric Woerth, mathématique. On va diminuer le nombre de fonctionnaires sur les autres ministères. C'est un peu ce que vous avez fait aussi. Ça, vous étiez sur la politique du 1 sur 2. Je remarque quand même qu'Olivier Ferrand était la boîte à idées de l'opposition. Dans la majorité, c'est plus difficile, confronté aux réalités. Mais c'est plus difficile. Va laisser Éric Woerth expliquer. On a clairement redéfini les politiques publiques. Enfin, on a fait une réforme de l'État comme peu de gouvernements l'avaient faite, avec aussi une dose d'impopularité, il faut bien l'admettre. La réduction du nombre de fonctionnaires dans l'État a été de 150 000 sur 5 ans. Moi, j'étais le secrétaire général de cette révision générale des politiques publiques, qui était le contraire d'une politique aveugle. Le 1 sur 2, c'est un chapeau. C'est au fond une façon de dire on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 qui part en retraite. La réalité des choses, c'était dans chaque ministère un travail sur l'organisation du ministère, fusion de direction, par exemple à Bercy, entre la direction de la comptabilité et la direction des impôts, travail sur la rationalisation du travail des agents, amélioration d'Internet, plus d'informatique, une manière de travailler différente, des secteurs de fusion, les hôpitaux, etc. Bon, beaucoup de travail dans tous les domaines. Et tout ça, c'était le contraire d'une politique aveugle. Quand même, cette politique, c'est justement, vous répondez à mes questions avant même que je les posais. On a tout de même expliqué, par exemple, à l'hôpital, il y avait eu des suppressions de postes qui étaient trop importantes. Tout cela parce qu'il avait fallu...
parce qu'il fallait respecter la règle du 1 sur 2 de manière un peu aveugle. Enfin, vous dites que ça n'a pas été fait comme ça. Ça n'a jamais été fait d'une façon aveugle, ça a été fait au contraire de manière extraordinairement pesée. D'ailleurs, la preuve, c'est que certains ministères comme Bercy, comme le ministère du Budget, c'était plutôt 2 fonctionnaires sur 3 qui n'étaient pas remplacés, quand dans l'enseignement supérieur, on remplaçait tout le monde qui partait en retraite, ou qu'à la justice, on créait même des postes. Donc ça variait selon les ministères et selon leur capacité aussi à se réformer. Donc on y arrive. Des administrations, dans quelles administrations, dans quel ministère aujourd'hui, on peut encore faire des économies? Mais on peut en faire partout à partir du moment où on continue à réformer les politiques publiques. Et pour réformer les politiques publiques, il faut un courage tout à fait exceptionnel. Et je ne le vois pas aujourd'hui. Je ne le vois pas aujourd'hui dans le gouvernement. Je vois exactement le contraire. Je vois exactement le contraire. On ne peut pas partir de l'idée. Je termine. On peut pas partir. Juste, je termine. On peut pas partir de l'idée qu'on va augmenter comme ça. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs de 10 000 par an le nombre de postes dans l'éducation nationale. Est-ce bien nécessaire? Est-ce que la réalité des choses, c'est pas de réformer en profondeur l'éducation nationale? C'est pas un problème de moyens. Toujours quand on pose la question en problème de moyens, c'est pour éviter de se poser des questions de fond. Non, on n'a pas besoin de 10 000 fonctionnaires de plus dans l'éducation nationale. Et il y aura donc un massacre dans les autres ministères, puisque pour préserver l'éducation nationale. Et d'ailleurs, la RGPP, vous avez accepté son niveau, puisque vous acceptez le fait qu'on soit tombé à moins 150 000 fonctionnaires sur l'État. Vous acceptez ce niveau-là. Massacre dans les autres ministères. Olivier Ferrand. Éducation nationale, oui, nous avons besoin de fonctionnaires. En plus, la France, et tenez-vous bien, est le seul pays au monde, à part les pays en guerre, à avoir baissé son effort éducatif sur ces 10 dernières années. On a supprimé 20 milliards d'euros sur l'éducation. Il n'y a pas d'autre exemple dans le monde. Au moment où tous les pays investissent massivement dans l'éducation, nous on retire de l'argent au profit de notre jeunesse et de notre avenir. C'est de la pure folie et c'est une exception mondiale. L'éducation nationale n'a pas baissé, de 20 milliards d'euros, c'est les chiffres. Bien sûr que si l'effort éducatif global de la nation a baissé de 20 milliards d'euros, il était de 7,5 points du PIB, il est descendu à 6,5 points sur ces 10 dernières années, 20 milliards de moins, c'est dans les bleus budgétaires. Le deuxième élément, c'est que la différence, puisqu'on parle de fonctionnaires, un fonctionnaire de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ça c'était le principe du gouvernement précédent. Le principe de ce gouvernement, de nouveau en tant que commentateur, ce sera 2 sur 2. On est d'accord. 2 sur 2. Vous étiez à 1 sur 2. L'idée, c'est de stopper l'hémorragie. On ne diminuera plus le nombre de fonctionnaires, on les redéploie. Il y en aura plus dans la police, plus dans la gendarmerie, plus dans l'éducation et moins dans les ministères où c'est moins nécessaire. Selon les prévisions qui ont été faites, on passe de 1 sur 2 à 2 sur 2. C'est deux politiques radicalement différentes. 2 sur 2, Olivier Ferrand. Dans les prévisions qui ont été faites et dans un papier très informé hier du quotidien Le Figaro, qui n'a pas véritablement d'ailleurs été totalement démenti. Dans ce papier, il était expliqué que dans les autres ministères, pas ceux qui sont prioritaires, on passerait non pas au 1 sur 2, mais au 2 sur 3. 2 postes sur 3 qui ne seraient pas remplacés. Ce que Éric Woerth appelle, si j'ai bien compris, le massacre. Là, vous dites c'est faux, on ne fera jamais ça. Mais les finances, c'est déjà 2 sur 3. Les finances, c'est déjà 2 sur 3, Olivier Ferrand. De nouveau, on était à 1 sur 2. Les finances, la grande masse des finances, c'est la direction générale des finances publiques. On va laisser répondre Olivier Ferrand sur cette question. 2 sur 3. On était à 1 sur 2 avec votre gouvernement, avec votre... Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Nous serons dans l'ensemble à 2 sur 2. Il n'y aura plus de... Si je lis, je suis commentateur. Vous ne répondez toujours pas à la question sur les ministères. Mais je voudrais bien y répondre. Je n'en sais rien. Enfin, je n'en sais rien. Je pense que le gouvernement je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas au gouvernement. J'ai quelques idées tout à fait personnelles qui n'ont aucune importance sur les endroits où on peut essayer de redéployer. Alors, où est-ce qu'on pourrait redéployer, selon vous ? Par exemple, le ministère des Finances, ça fait longtemps qu'on dit que les marges de manœuvre de redéploiement existent. Non, autre exemple. À la Direction Générale des Finances Publiques, non. Je n'en sais rien. Moi, sur la RGPP, juste un point qui nous différencie aussi. D'abord, je suis en désaccord avec vous, on n'a pas le temps de le développer, mais les coupes ont été suffisamment aveugles pour désorganiser un certain nombre de services publics parce qu'on a touché... Parce qu'en gros, c'est la direction du budget qui fait les coupes, alors que dans les pays qui réforment correctement, ce sont les ministères dépensiers qui le font. Mais c'était le cas. Non, c'était pas le cas avec eux. Vous n'avez pas participé aux multitudes de réunions et de travail sur le sujet. Je vous l'avoue. Mais la réalité, c'est qu'on sait que la hache est menée par la direction du budget et donc on coupe parfois dans des dépenses vitales. Est-ce qu'il faut par exemple deuxième élément, les collectivités locales dont le niveau de dépenses a fortement augmenté ces dernières années? Je vais vous répondre oui. Est-ce que vous oserez aller contre le lobby des élus locaux fortement représentés à gauche, par exemple au Sénat et à l'Assemblée nationale? Écoutez, la RGPP
porte exclusivement sur les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, c'est 300 milliards d'euros. Il y en a presque 1200 en France. Donc vous voyez bien que vous laissez 850 milliards ou 900 milliards de côté. Donc il faut aujourd'hui étendre la RGPP, non pas donc de l'État aux collectivités locales et à la sécurité sociale qui porte la moitié des dépenses publiques. Dernier élément, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur la sécurité sociale, parce que c'est dernier élément. Conclure, et puis on vous passe la parole tout de suite après. Dernier élément, il faut cesser de réfléchir en économie de gestion à politique publique constante, c'est-à-dire des codes rabots administratifs. On va supprimer des ramettes de papier, des stylos et des fonctionnaires, mais on essaie de faire tout ce qu'on faisait avant, mais tout moins bien qu'avant, parce qu'on rabote. Il faut prioriser. Il y a des politiques publiques qu'il faut continuer de développer et d'asseoir pour le futur, sur des politiques publiques d'avenir, et d'autres qu'il faut limiter, non pas en rabotant le nombre de fonctionnaires, mais en disant ça on fait plus. On fait moins, on fait plus. Mais ça, franchement, tous les gouvernements se sont posés ce type de questions. Oui, ce qui est difficile de se dire concrètement. Nous l'avons, je pense, assez bien fait en essayant de hiérarchiser les choses. Sur les collectivités locales, il faut évidemment, c'est là où il y a une grande masse. Oui, bien sûr, mais c'est compliqué parce que chacun est libre, c'est la Constitution, de sa propre organisation. Donc il faut orienter les collectivités locales, notamment en baissant et en corrélant les subventions de l'État, pour faire bref, de l'État aux collectivités locales en fonction de l'effort qu'elles font et notamment sur les efforts de recrutement. Sur la sécurité sociale, il faut aller évidemment plus loin, mais on est tout de suite là sur des politiques d'une sensibilité extrême. Et quand on voit ce qu'a dit le Parti socialiste uniquement sur la réforme des retraites, on peut se poser beaucoup de questions sur sa capacité à mener des réformes courageuses dans ce domaine-là. Par exemple, la fusion des hôpitaux, c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui sera mieux soigné mais qui devra aller un peu plus loin qu'une fusion d'hôpitaux c'est aussi une mise aux normes de moyens différents ensemble, de mutualisation de moyens, que ça coûtera moins cher à terme, et que la qualité des soins c'est en même temps cela, c'est très difficile, faut juste l'assumer. On l'a parfaitement assumé dans le gouvernement précédent, j'espère que vous l'assumerez aussi. Et nous avons modifié toutes les politiques générales, les politiques d'achat public ont été considérablement modifiées avec la création de services centraux d'achat, les politiques de gestion immobilière ont été centralisées, beaucoup a été fait. C'est pas des trucs très publics, c'est pas des choses qui passent au journal de 20h ou sur France Inter tous les jours, mais en même temps, il y a eu un travail extraordinairement puissant et fin sur la réforme de l'État, ça demande simplement énormément de courage aujourd'hui. Olivier Ferrand, sur un point peut-être, sur ce qui vient d'être dit sur l'hôpital. On sait que l'hôpital en France aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est une dette de 25 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut fusionner, comme vient de le dire Éric Woerth, ou c'est une autre politique qu'il faut conduire? D'abord, nous avons de nouveau aujourd'hui 58% de dépenses publiques. Dépenses publiques égale à 58% de notre richesse nationale. Si nous dépensions autant ou aussi peu que la Suède, pays le plus égalitaire au monde, pays à l'état-providence le plus développé du monde, nous dépenserions 100 milliards d'euros de moins. C'est donc qu'il est possible de faire de réels... Comme l'Allemagne Voilà, l'Allemagne, c'est là où... Restons sur la Suède. Ça, c'est... Restons une seconde sur la Suède, Olivier Ferrand, avec vous. Olivier Ferrand, c'est une politique d'intervention dans ce cas-là. Vous êtes au cœur des politiques sociales. Moins d'allocations familiales, moins de remboursement, c'est ça que vous souhaitez? Moins de retraite? C'est là-dessus? Moins de remboursement de la maladie? Fin des affections de longue durée, des remboursements à 100%? C'est tout cela, Je pense moins que de contrats aidés? La moitié des dépenses publiques sont des dépenses de sécurité sociale. Donc on ne fera pas l'économie de réviser ces dépenses de sécurité sociale. Simplement, il faut le faire. Pareil, c'est la même chose que les impôts. C'est des dépenses de prestations d'un autre côté, des impôts de l'autre. Vous touchez au pouvoir d'achat des Français, que ce soit par les impôts ou par les dépenses d'intervention ou de prestations de l'État ou de la sécurité sociale. Il faudra faire des efforts. La question, c'est que ces efforts soient justes. Un exemple quand même, deux exemples pour le concrétiser. La première, dans les collectivités locales, la politique de voirie, les ronds-points, la rénovation des voies publiques, la place, la rénovation des places. On est en train de refaire la place de la République à Paris. Ce sont des choses tout à fait de nouveau. Ubu n'a jamais dirigé la France, donc tout est logique, tout a un sens, tout a un intérêt. La question, c'est le rythme et les priorités. Ne peut-on pas ralentir un peu au niveau des collectivités locales le rythme des politiques de voirie? Deuxième exemple, la politique du médicament. On a aujourd'hui un pourcentage de génériques en France extrêmement faible, de l'ordre de 20% en valeur de l'ensemble, le reste des médicaments, le 80% c'est des médicaments de marque. Si nous étions à moitié-moitié, 50% de génériques, nous ferions 6 à 7 milliards d'euros d'économies. Les pays les plus avancés font mieux que ça, plus de 50% de génériques. Voilà deux exemples concrets. On a entendu vos deux exemples. Vous n'avez voté... Moi, je n'avais pas du tout. Non mais je veux dire, attendez, là-dessus, s'il vous plaît, vous étiez dans l'opposition
l'opposition, vous n'avez voté, le Parti socialiste n'a voté aucune des mesures de rationalisation de dépenses qui ont été contenues dans tous les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Vous n'avez rien voté. Et la seule chose que vous fassiez dans ce mois qui vous sépare de l'élection présidentielle, c'est de dire il faut être plus laxiste en termes de dépenses sociales dans le domaine des retraites. J'augmente en même temps l'allocation de rentrée scolaire, etc. C'est un problème de justice sociale. C'est exactement le contraire de ce que vous dites. Non, c'est pas un problème de justice sociale. On connaît votre différence sur ce sujet. Je vous propose à tous les deux. Tous les gouvernements essaient d'être justes. Tous les deux, Éric Woerth. C'est pas avec les mêmes Olivier Ferrand aussi. Je vous propose tous les deux de passer à la troisième partie de ce débat. On s'est beaucoup interrogé effectivement sur les arbitrages que le gouvernement allait devoir rendre dans les semaines à venir. Mais il y a un autre débat qui s'ouvre. Celui-là, il est côté UMP et c'est la troisième partie de ce débat. Et sur une possible bataille peut-être au sein de l'UMP dans les semaines ou les mois à venir, bien question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Éric Woerth, vous étiez au bureau politique cette semaine à l'UMP, il paraît que ça a chauffé un peu. Vous avez regardé ça en observateur, vous êtes intervenu et au fond, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire maintenant pour reconstruire dans votre camp? En fait, je ne veux surtout pas être un observateur. Je crois que tout le monde doit être, quand on est membre d'un parti politique, on en est l'acteur. Je pense que, comme toujours, quand on a perdu une élection et on a perdu l'élection, les deux élections, il y a une phase de reconstruction, il y a une phase de table rase. Et à ce moment-là, il y a évidemment des égos, une vision. Enfin, tout cela s'oppose. Et on est dans matière à débat quand même. Oui, il y a matière à débat. Oui, bien sûr. Si on perd, il y a matière à autocritique. Il y a beaucoup d'électeurs qu'on n'a pas su écouter ou su entendre ou auxquels on n'a pas su répondre. Alors c'est pas facile quand vous sortez de 4 ans d'une crise aussi intense. C'est compliqué de parler de politique générale et en même temps de l'appliquer pour chacun dans sa vie quotidienne. Les gens ont peur et tout ça on le comprend très bien et à un moment donné ils votent pas pour ceux qui sont au pouvoir parce que c'est normal, on porte la responsabilité. Il faut que l'UMP elle se reconstruise. Alors il faut qu'elle se reconstruise quand, si je ne me trompe pas, vous avez envoyé un tweet. C'est ce que j'ai vu en tout cas. Alors vous souriez, mais vous avez envoyé un tweet. C'est très mauvais les tweets. C'est très mauvais les tweets en ce moment. Et dans ce tweet, vous disiez j'ai une idée. Le congrès de l'UMP, il faut qu'il soit organisé très tôt, pas en novembre, mais à quelle date alors? Alors je le dis, c'est une idée personnelle. Vous voyez, elle ne vient d'aucun clan ou d'aucune écurie. C'est le maire de Chantilly qui parle. Je pense il n'est pas tout à fait utile de se chamailler, de s'étriper pendant 4 mois pour savoir qui sera à la tête de l'UMP. Au fond, on a besoin de tout le monde dans l'UMP. On n'est pas en train de jouer 2017 en 2012, quelques mois après avoir perdu les élections. Donc il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de savoir comment se passera 2017. Et donc moi j'ai proposé que, au fond, c'est pas la peine de faire traîner le Congrès. On fait de la politique depuis 6 mois de façon extraordinairement intense. Ceux qui veulent être candidats à la présidence de l'UMP peuvent s'y présenter. On sait à peu près quel est leur profil. Et puis les militants le savent aussi. Et on pourrait comme ça régler, au fond, la présidence de l'UMP. Et puis après, surtout, plutôt que de s'occuper de l'UMP à la rentrée, s'occuper plutôt de la France, mais s'occuper du débat, parce que à la rentrée, tous les sujets que vous avez abordés, on va y être à plein. Le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le problème des fonctionnaires, le problème de l'Europe, le problème de l'euro, tout ça est extraordinairement prioritaire, plus prioritaire me semble-t-il que l'avenir de l'UMP elle-même. Ce congrès de l'UMP, vous le proposez à quelle date? Moi je proposais que ce soit avant le 14 juillet, on peut évidemment le faire. Mais ce ne sera pas le cas parce que pour beaucoup, l'idée est d'abord de poser des questions de fond, au fond, comment régler nos problèmes de fond, quel rapport avec les uns et les autres, comment essayer de travailler avec les centristes, etc. Moi je pense qu'on peut poser ce problème une fois la direction de l'UMP nommée, puisque la direction de l'UMP c'est une direction collective, c'est pas uniquement un homme ou une femme qui sera à la tête de l'UMP qui décidera de tout. Ce sera un homme ou une femme qui, au contraire, fera jouer le collectif. Et dans le collectif, on peut se réinventer. Et c'est une proposition amicale vis-à-vis de tout le monde. Lui, dans une interview récente, a découvert un nouveau parti en France. J'ai vu que vous parliez d'un nouveau bloc politique. Vous parlez d'un bloc que vous appelez l'UMP-FN. C'est quoi l'UMP-FN ? L'UMP-FN, c'est ce qu'on a vu se déployer lors de ces élections législatives et à la fin des présidentielles de manière absolument explicite. On assiste, depuis 5 ans, on a assisté à un mouvement du centre de gravité de la droite. La droite en France, elle était au centre droit jusqu'ici. C'est le gaullisme social, l'UDF, chrétienne démocrate. Avec singulièrement le sarkozysme et toute la période récente, ce centre de gravité a bougé pour aller vers une droite plus radicale, notamment sur la question des valeurs, et avec un FN qui, de l'autre côté, s'est déghettoisé en cherchant à se donner un vernis, à se normaliser avec un vernis républicain, nous avons assisté à un rapprochement
entre donc cette FN déghettoisée, cette UMP radicalisée. Et on voit se multiplier les points de contact, les points de convergence, jusqu'à avoir le rejet du Front républicain pour un nini au niveau national, des accords locaux de désistement, des appels aux valeurs communes entre le FN et l'UMP, et des ponts, et un mouvement qui est aujourd'hui une dynamique qui est inarrêtable. Et nous allons, je vous parle en connaissance de cause, sur mes territoires des Bouches-du-Rhône, on a déjà dépassé. Les alliances sont déjà des alliances, certes locales, mais d'appareil, où Chassin se retire au profit du FN contre Michel Vauzel, et en échange du soutien des voix du FN à Renaud Muselier sur Marseille. Donc ce sont des accords départementaux déjà. Éric Woerth répondre sur ce point. Le bloc UMP-FN, ce nouveau parti qu'a découvert M. Ferrand, effectivement, il existe, ce UMP-FN? Enfin, c'est des propos, je trouve, qui ne sont pas acceptables. Nous avons perdu. Attendez, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. On va laisser tout à fait inacceptable. Ça fait 30 ans que vous avez un peu moins parlé. Vous pouvez conclure. Le Parti socialiste vit du Front National depuis une trentaine d'années. Donc les bénéficiaires du Front National, c'est le Parti socialiste, c'est pas l'UMP. L'UMP perd les élections à cause du Front National. Je voudrais juste remettre les choses un tout petit peu au clair et au point. Il n'y a jamais eu aucun accord. Il n'y a jamais eu aucun accord avec le Front National et il n'y en aura jamais. Et en ce qui concerne les idées, c'est nos propres idées, nos propres valeurs, c'est notre propre terrain. On peut parler d'immigration aujourd'hui, on peut parler de sécurité, on peut parler de droit de vote des étrangers, on peut parler de tous ces sujets, on peut parler de sujets de société sans que ce soit... C'est pas en parler, c'est les réponses que vous formulez désormais. Sans que ce soit systématiquement l'idée que nous allons chasser, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous avez comme Mme Joissains les mêmes valeurs que le Front National? Attendez, ne m'interrompez pas, c'est exactement le contraire. Mais vous avez les mêmes... Vous partagez les valeurs du Front National? Vous savez, les leçons de morale, c'est jamais très bon. Vous partagez les mêmes valeurs que M. Mélenchon, surtout. Vous le faites. Un parti qui est issu de l'idéologie vichiste et l'autre qui est issu du Conseil national de la résistance. C'est inacceptable de l'extrême gauche, qui n'est pas plus démocratique que le Front National, qui n'est pas plus démocratique que le Front National. Cessez sans arrêt de nous mettre dans cette pression. Nous avons au contraire toujours résisté au Front National. Nous nous adressons à ces électeurs, c'est extrêmement différent. Vous collaborez avec l'extrême gauche, c'est votre droit. Un parti qui est issu du Conseil national de la résistance. À tous les deux, Éric Woerth, comme Olivier, on a parfaitement compris, je crois, même si vous avez beaucoup parlé l'un sur l'autre, mais on a quand même compris vos différences. Je vous remercie tous les deux pour ces conclusions. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat de 2012.